qu'est-ce que ça veut dire un vieillissement de la population? Ça, c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. C'est toujours présenté d'une certaine manière comme une difficulté à venir. Mais vieillir, c'est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose quand on vieillit, c'est de vieillir en bonne santé, bien accompagné, sans précarité. L'enjeu, c'est de savoir dans quelles conditions l'ensemble des gens qui vont vieillir, pas individuellement, mais le groupe des personnes vieillissantes, dans quelles conditions va se faire ce vieillissement. Deuxième chose, c'est il y a à la fois les conditions, c'est-à-dire éventuellement les enjeux de santé que ces personnes peuvent avoir, mais il y a aussi les problèmes d'accompagnement de ces personnes, c'est-à-dire celles éventuellement des solidarités, qu'on appelle intergénérationnelles. Et c'est vrai qu'aux Antilles, il y a une image qui a existé, une réalité qui a existé, c'est celle de considérer, et il y a une expression antillaise qui dit « Ma pas qu'à mettre moi l'asile ». Littéralement, je ne mets pas ma mère à l'asile. Il y a une vision de se défausser vers l'asile des vieux qui est quelque chose qui était dans la tradition antillaise, chose qu'on ne faisait pas. Ce qui fait qu'il y a eu toujours, en longue date, un accompagnement des personnes âgées. La question, c'est à quelles conditions cela est-il possible aujourd'hui et surtout dans les 10 ans qui viennent. La première chose sur le vieillissement, c'est qu'effectivement, la Martinique voit augmenter la part des populations vieillissantes relativement à la part des populations plus jeunes. C'est-à-dire qu'on a, dans la structure de la population, un déséquilibre qui s'organise et qui va s'accroître entre le volume des personnes âgées et le volume des personnes plus jeunes. Alors, dans les plus jeunes, il y a d'une part ceux qui sont très très jeunes, c'est-à-dire les nouvelles naissances. Est-ce qu'on fait autant d'enfants qu'auparavant pour renouveler la population? Non, la natalité est en forte baisse. En gros, les Antilles qui apparaissaient comme des sociétés dans lesquelles il y avait une forte fécondité, on est passé de ces années-là 60 à aujourd'hui à moins de 2 enfants par femme. C'est énorme comme transition démographique, c'est une rapidité tout à fait considérable, ce qui signifie que tout un ensemble de comportements individuels sur la reproduction, sur la maternité, etc., dans les mentalités, ça a changé, première chose. La seconde chose par rapport à ça, ça signifie qu'on a un déséquilibre dans les générations qui vont venir entre celles qui vont vieillir et qui étaient celles de ce qu'on appelle le baby-boom, c'est-à-dire un grand nombre vieillissent, et celles qui vont les soutenir qui se réduisent. Donc la société est en déséquilibre. Et ce déséquilibre s'accompagne de 2 éléments. La première, c'est que dans la population des actifs, c'est-à-dire ceux qui vont produire éventuellement de la richesse et éventuellement des moyens pour s'occuper des anciens, mais dans cela, on a un effet de l'émigration, c'est-à-dire du départ des Antilles vers principalement la métropole. Cette réalité existe de longue date. En gros, c'était même une situation qui a été organisée par les pouvoirs publics en métropole sous prétexte, dans les années 60, qu'il y avait trop de population dans les DOM, qu'il faisait trop d'enfants et qu'on n'allait pas réussir à avoir, avec cette démographie dite à l'époque galopante, une économie susceptible de donner suffisamment de moyens à tout le monde. Donc la politique institutionnelle de l'État a été de faire partir les populations. Ça a duré comme ça jusqu'aux années 80, mais aujourd'hui, cette réalité ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que ce processus de départ des jeunes se continue. Ce qui est plus important dans ce départ des jeunes, c'est qu'il est aujourd'hui très sélectif. Je vais le dire simplement, tout le monde peut partir, mais tout le monde ne peut pas rester. Résultat, ça veut dire qu'on a l'essentiel des nouveaux formés, des plus diplômés, qui sont en métropole et qui ne reviennent pas dans le département. Et ce déficit, non seulement en volume de population, mais en capacité d'activité économique productive de ces populations, par rapport au fait qu'on est les meilleurs en termes de diplômes qui ne reviennent pas, est un déséquilibre supplémentaire qui va aggraver les enjeux de production économique pour le soutien général du vieillissement de la population. Dans ces populations qui partent, il partent plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. Le résultat, c'est que vous avez une part des jeunes femmes qui ont été en susceptibilité de procréer sur place, qui ne vont pas procréer sur place. Donc la natalité diminue pour 2 raisons. Un, chaque femme fait moins d'enfants, et il y a beaucoup moins de jeunes femmes pour faire des enfants. Donc on a une pyramide en forme de toupie. Et donc le haut, ce sont les vieux, et la pyramide est assez volumineuse. Elle se creuse dans les âges les plus actifs, et elle se recreuse en bas sur les naissances qu'il n'y a pas. En haut, vieillissement, en creux, départ des actifs et des meilleurs
des plus diplômés et des plus qualifiés pour un OPE, et en dessous, baisse de la natalité, et donc déséquilibre de la pyramide d'âge. Alors, pour ce qui concerne l'autonomie des personnes âgées, c'est vrai que nous sommes dans un pays, un archipel, où il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est vrai que les données démographiques sont là pour le prouver. Le taux de natalité a complètement baissé depuis plusieurs années et le nombre des personnes vieillissantes augmente. Avec les progrès de la médecine, évidemment, on voit bien que la prise en charge des personnes âgées, elle est beaucoup plus favorable aujourd'hui. L'espérance de vie croît, comme en métropole, mais à un degré moindre. Mais c'est un bénéfice, l'espérance de vie qui croît. Ça veut dire que j'ai l'espoir de vivre plus longtemps. La question n'est pas de savoir seulement si je vis plus longtemps, mais dans quelles conditions je vis plus longtemps. Ces conditions, elles sont déterminées par les moyens matériels dont je dispose. Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que j'ai pas une maison? Est-ce que ma retraite est suffisante? Est-ce qu'elle n'est pas suffisante? Etc. Elle dépend aussi éventuellement de la capacité que je peux avoir ou que j'aurai d'un apport de politique publique. Ça dépend aussi éventuellement de ce que mes enfants que j'ai élevés se sentent dans une sorte d'obligation affectueuse de prendre en charge un certain nombre de choses qui me concernent. Si tous ces facteurs sont positifs, bonheur. Si l'un ou plusieurs d'entre eux sont négatifs, les conditions sont tout à fait différentes. Et donc, aux Antilles, on a ce phénomène où les conditions de travail antérieures de la population fait qu'une part importante de la population est dans une situation de précarité très forte et que son vieillissement se fait dans une précarité forte. Premier point. Deuxième point, précarité économique et précarité de santé. On peut être âgé, voir l'espérance de vie augmenter, être avec peu de moyens matériels, mais, comme on dit chez nous, nous qu'à débrouiller, on se débrouille. Mais pour se débrouiller, encore faut-il être en bonne santé. Et la réalité des populations antillaises, c'est que compte tenu des conditions de vie auparavant, compte tenu des conditions de vie ou des conditions d'alimentation, compte tenu de la précarité économique d'auparavant, les populations ont accumulé des facteurs de santé négative qui font qu'ils ont une espérance de vie qui grandit, mais une espérance de vie en bonne santé qui n'est pas la même. Donc il y a un décalage entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est ce décalage-là, entre les deux, qui fait la dépendance. Et cette situation de dépendance, du point de vue, je dirais, de la santé des personnes, vient d'une certaine manière se réajouter à la situation de précarité économique. Et si ces populations ont un environnement familial important, cette vieille tradition du soutien de la solidarité intergénérationnelle, qui elle-même, cette population, des soutiens à une activité économique satisfaisante, on peut retrouver un équilibre. Mais si les enfants eux-mêmes sont en situation de précarité économique, vous voyez bien que le déséquilibre s'accroît. Et ça s'accroît d'autant plus que, comme une partie des enfants sont partis en métropole, on se trouve avec des personnes vieillissantes qui ont pu avoir une famille de 3-4 enfants, mais qui n'ont plus le même nombre d'enfants auprès d'eux pour s'occuper d'eux. Et dernier point sur la situation antillaise qui est important, c'est l'importance de la monoparentalité. Et la situation des Antilles, c'est que les monoparentalités, non seulement sont quasiment dès la naissance de l'enfant, mais elles se prolongent dans l'adolescence, voire même plus loin. Ça a pour conséquence que, généralement, ces femmes en monoparentalité, aujourd'hui, sont les plus précaires des précaires. Elles sont souvent sans emploi. Et il y a un phénomène que j'appellerais de reproduction générationnelle de la précarité. C'est étant précaires, étant sans emploi, elles ont un accompagnement difficile de leur enfant qui est souvent, lui, en situation scolaire difficile et qui va se retrouver après en situation économique difficile. Donc, pour ce type de population, on a là un élément de précarité supplémentaire. Mais cette précarité de la monoparentalité se réagit aussi sur les hommes. Parce que n'ayant pas reconnu les enfants, souvent ils se retrouvent vieillissants sans entourage autour d'eux. Parce que les enfants ne sont pas forcément obligés de porter la même attention à la mère avec laquelle ils ont vécu pendant longtemps et avec les pères qu'ils n'ont pas vus. Donc voilà un peu le schéma général dans lequel on se trouve. Et je terminerai en disant que tout ça se prend dans une réalité sociale, anthropologique, sociologique, économique qui s'accélère. Et en gros,
non seulement il y a ce vieillissement au sens de déséquilibre des strates de population, des âges de population. En 2030, il y aura beaucoup plus de personnes de 65 ans et plus que de personnes âgées de moins de 20 ans. Donc vous avez un déséquilibre. On est sur une souche qui ne tient pas, d'une certaine manière. Donc il faut trouver les moyens de combler cette souche qui ne tient pas. Mais en plus, par rapport à ça, vous aurez dans la période qui vient, et plutôt qui est déjà en cours dans la période actuelle et qui va s'accentuer dans la période qui vient, ce que j'appelle une décroissance de la population. Et la particularité des Antilles, c'est bien celle-là. C'est qu'elle cumule le vieillissement au sens de déséquilibre des structures d'âge que je viens de vous expliquer, avec un dépeuplement de la population. On a une grande partie de la population âgée qui est dépendante. Il faut savoir que la Martinique a été pendant tout le siècle dernier un pays avec beaucoup de souffrances, beaucoup de métiers qui étaient épuisants, qui étaient lourds. On travaillait au soleil, dans la canne, dans les champs. On était maçons dans des conditions qui ont été améliorées depuis, mais qui ont laissé des séquelles sur les gens. La pauvreté aussi laisse des séquelles. On se nourrit mal, on se soigne mal. L'égalité sociale n'est toujours pas acquise, n'est toujours pas atteinte à 100%. Donc ce sont des gens qui souffrent aujourd'hui, en plus de leur grand âge, de pathologies importantes qui les rendent dépendants. Donc la dépendance est déjà là et elle est d'autant plus difficile à vivre que beaucoup de parents ont eu beaucoup d'enfants et que souvent ces nombreux enfants ne sont même pas à leur côté puisque entre les années 60 et 80, on avait créé un départ massif de jeunes vers la France pour trouver du travail, pour aspirer entre guillemets à de jours meilleurs. Et ça a privé beaucoup de nos familles de leurs enfants qui sont aujourd'hui très loin d'eux pour s'occuper d'eux. Donc la dépendance est déjà là avec tous ces problèmes et tous ces drames parfois. Il faut un vrai leadership en matière d'autonomie. On ne peut pas dire que c'est que l'État qui fera le job. Il faut pouvoir s'asseoir autour d'une table, créer une vraie conférence des financeurs, prendre en compte notre culture propre. On ne soigne pas les personnes âgées, on ne s'occupe pas de nos vieux de la même façon dans un grand pays comme la France que dans un petit pays comme le nôtre. Il faut recréer les réseaux de cohésion, de solidarité. Et puis, moi, je ne suis pas partisan, par exemple, du tout EHPAD, parce que ça ne correspond pas beaucoup à notre culture. Donc, il faut pouvoir tendre vers une adaptation des politiques en matière d'autonomie qui colle beaucoup à notre culture, à notre identité, à notre manière de vivre. Je crois beaucoup au maintien à domicile pour avoir les moyens de maintenir ces personnes à domicile. Ça va générer forcément des nouveaux emplois de personnes très formées qui vont prendre en compte ces personnes. Toutefois, il y a des risques de dépendance de plus en plus, avec aussi d'autres pathologies qui s'y ajoutent, l'hypertension artérielle, le diabète, il y a aussi la maladie d'Alzheimer, il y a un certain nombre d'autres pathologies qui font que les personnes sont de moins en moins en capacité d'être autonomes à la maison. Donc, il faut une véritable réflexion, une véritable politique publique pour permettre à la fois de mieux vieillir, de mieux prendre en charge les personnes, mais aussi de leur laisser une certaine autonomie, la capacité de vraiment pouvoir vivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité vivre tout simplement en toute autonomie, mais ils n'ont pas à proximité les services publics adéquats, ils n'ont pas à proximité les commerces, ils n'ont pas à proximité les personnes ressources également. Et puis maintenant qu'il y a des maisons de services publics, qu'on puisse bien réfléchir sur leur positionnement, voir sur l'aménagement du territoire. Il y a de grandes disparités dans la réorganisation sur l'ensemble du territoire. Donc là, nous devons de plus en plus faire un maillage du territoire, un aménagement du territoire cohérent et pertinent par rapport aux véritables besoins de notre population. Il y a un programme départemental qui prend en compte la situation d'aujourd'hui. Et le départemental ne peut pas à lui seul tout régler. Parce qu'il y a à la fois des personnes dans leur logement, l'adaptation des logements et pour les logements, ce sont les collectivités locales, les mairies pour la plupart, avec les différents bailleurs sociaux. Donc déjà, adapter les logements pour le court terme, mais pour le long terme. Parce que très souvent, les personnes qui ont un certain âge ne peuvent plus accéder à leur logement pour diverses raisons. Donc maintenant, les communes doivent s'emparer de cette problématique. Le département
avec les autres financeurs, que sont la sécurité sociale, que sont la CAF, la Caisse d'assurance maladie. En fait, les différents bailleurs doivent aussi travailler et flécher les besoins en fonction des moyens des personnes, parce qu'il y a de grandes disparités également, parce qu'il y a des personnes qui ont de très faibles ressources, et il y a aussi, il faut en tenir compte, des personnes qui sont en déni de droits. Il y a des personnes qui ont des droits, mais qui ignorent qu'ils les ont. Donc, ils ne savent pas, ils ne font aucune recherche pour obtenir des droits, parce que dans le système de droit commun, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont déjà famille ou de tiers. Donc, et c'est là qu'on se rend compte que les personnes ne sont probablement même pas connues par les différents services, parce qu'ils ont été pendant toute leur vie dans un système de déni, tout simplement parce qu'il y a un fort taux d'illettrisme, il faut le dire. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à certains services parce qu'ils ne savent pas écrire, parce qu'ils n'ont pas le plus d'accompagnement familial. Il y a également la vie associative. Et là, il y a un tissu associatif très fort en Guadeloupe. Et je le vois quand il y a la Semaine Bleue, par exemple, où, avec le conseil départemental, beaucoup d'associations innovent, font beaucoup de choses. Et là, ces associations-là rendent service aussi à leurs pairs, parce qu'il y a des visites des malades, il y a et des actions aussi pour les inciter à faire justement des marches pour leurs droits. Il faut beaucoup d'humanité et beaucoup d'identité martiniquaise dans cette manière de rendre le soin au grand âge. Et compte tenu du fait que nous soyons dans un archipel où les gens sont amenés à vieillir davantage, on doit anticiper pour les problématiques liées à la santé, à l'alimentation, parce que nous devons aider à mieux manger, aider pour l'hygiène bucco-dentaire. Il y a aussi pour la vue, il y a, je l'ai évoqué il y a un moment, le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres types de pathologies, mais aussi la prévention avec les chutes. Donc avec les différents partenaires, le conseil départemental, la sécurité sociale, ils font de la prévention. Donc il faut évidemment une hygiène de vie et avoir des activités physiques. Et là, le conseil départemental, avec la sécurité sociale, met en place un certain nombre de dispositifs. Dans la prévention, il y a aussi pour les mutuelles et les complémentaires santé, on ne dit pas suffisamment aux personnes quand elles sont jeunes qu'elles vont vieillir et qu'elles en auront besoin. Une situation dans laquelle la précarité est à ce point forte, que les ambitions collectives ne sont pas suffisamment importantes pour que, je veux dire, à l'égard de ses propres enfants, le pays ne soit plus attractif, parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas le fait que les enfants partent, et le fait qu'ils ne reviennent pas, ce qui est vraiment problématique, c'est que ne reviennent que ceux qui n'ont pas réussi ailleurs et qui se trouvent en précarité quand ils reviennent. Donc l'enjeu, ce n'est pas le fait que les gens partent. C'est le fait que le pays ne soit pas assez attractif pour qu'ils reviennent et amènent leurs compétences qu'ils ont acquises par la formation qu'ils ont reçue ailleurs au bénéfice de la société parce qu'ils se trouvent embarqués, même de manière très idéaliste, dans un projet d'avenir. Et ce qui me paraît manquer aujourd'hui, c'est un projet d'avenir. Il faut repeupler la Martinique. C'est un sujet vital, c'est un sujet important. Quand on perd autant de population et qu'on a en plus une part de la population qui reste, qui a plus de 65 ans, de plus en plus de personnes atteignent cet âge, tant mieux, mais ça fait de nous une population qui vieillit. On n'a pas de perspective en matière de politique publique, on n'a pas de perspective en matière de développement, parce que c'est un pays qui a besoin, qui a soif d'épanouissement, qui a soif d'idées, qui a soif d'initiatives. Et pour cela, il faut du monde, parce qu'on ne construit pas sur un socle vide, vierge de tout individu. Aller virer a donc été créé en ce sens, pas seulement pour faire rentrer les jeunes au pays, créer ce choc de repeuplement qui passe de marketing territorial plus attractif, en disant aux gens la Martinique, c'est pas que des problèmes, c'est aussi de belles choses. Donc il fallait travailler à cette image, qui passe aussi par pourquoi pas instituer avec les personnes, les organismes en charge tels que la caisse d'allocation familiale, un bonus supplémentaire d'allocation familiale pour ceux qui vont oser faire plus de 2 enfants. Et puis également, pourquoi pas, et c'est le cœur de notre activité en ce moment, faire rentrer les jeunes dont le pays a besoin. Là, je peux dire 2 ans après, ça marche. Ça marche de plus en plus et on a de plus en plus de retours positifs de jeunes qui nous appellent spontanément en nous disant « je suis rentré ». Alors, l'initiative est prise de créer cette 5e branche parce que la réalité, elle est là. Le Cadrémi, très sous-estimé financièrement pour le moment, alors qu'on a besoin de plusieurs milliards. Bon, pour l'instant, on n'y met que très peu d'argent. Je pense que c'est un début.
L'avoir créé déjà, c'est déjà un pas important. Après, il faut voir comment on finance cette politique publique qui fait notre quotidien. Mais il faut surtout qu'on soit pragmatique, qu'on soit concret, qu'on colle à une réalité, qu'on ne fasse pas des mesures pour faire des mesures, mais qu'on puisse, en tout cas, dans le respect de l'identité de chacun, qu'on puisse avoir, en accord avec les collectivités locales, un plan qui colle énormément à la réalité humaine de ces pays-là et qu'on puisse, en tout cas, porter une attention à des gens qui ont fait le pays, qui ont porté leurs souffrances, leur activité, qui ont mené des luttes aussi. Je crois vraiment qu'il y a la création d'une branche, la branche pour l'autonomie, justement, la 5e branche. Je souhaite vraiment que ce soit bien pensé, que ce soit bien financé surtout, pour permettre de réduire les inégalités et permettre le bonheur, tout simplement, et le bonheur de bien vieillir. Maintenant, je souhaite vraiment que l'ensemble des élus, et quels que soient les élus, quels que soient, parce que c'est aussi notre part, et bien que nous soyons tous unis pour bien vieillir, c'est pour nous, mais c'est pour tous ceux qui sont là, parce que nous avons le devoir de réussir cette politique-là, la politique du vieillissement, parce que c'est de la vraie politique. Là, ça va servir vraiment à quelqu'un. Il faut pouvoir, en toute humanité, nous occuper de ces générations-là, parce que ce sont aussi nos parents, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, on vit vieux à la Martinique, et puis c'est nous demain, tout simplement.